Voilà, dans cette partie sur la gestion administrative, nous allons nous intéresser sur la paye qui peut être aussi appelée la rémunération. C'est aussi le terme le plus récent qui est la rétribution, c'est le paiement du salaire, etc. On va voir en détail l'ensemble des éléments qui concernent la paye. De la paye. L'objectif de ce module est de pouvoir comprendre la paye en théorie et en pratique. Et deuxième objectif, c'est d'identifier les différents éléments, je dirais des éléments de base de la politique d'une rémunération. Une question cruciale que l'on peut se poser de savoir quels sont les enjeux relatifs à la conformité de la paye, donc une paye qui est conforme à la loi, et les différentes solutions de gestion qui sont efficaces pour la gestion de la paye. Passons d'abord par quelques définitions. La gestion de la paye est définie comme étant une organisation du mode de rémunération du personnel, une organisation du mode de rétribution, de paiement des salaires du personnel, ainsi que du calcul des différentes cotisations salariales et patronales, cotisations de la part des salariés et cotisations de la part des employeurs. Et cela vise finalement à contribuer à motiver le personnel, et la gestion de la paye est une corresponsabilité entre les services de comptabilité et les services des ressources humaines. Pourquoi? Parce que la comptabilité a des éléments qu'elle utilise pour le calcul des cotisations, et ces cotisations salariales et patronales sont établies par les services des ressources humaines. Donc finalement, la gestion de la paye implique les services de comptabilité et les services des ressources humaines qui doivent travailler en commun, en collaboration étroite pour une bonne gestion de la paye, pour éviter des erreurs dans la paye. Passons déjà à la première partie sur la paye, comprendre comment la paye se fait en théorie et en pratique. Il est important de savoir que l'expression gestion de la paye vise le traitement des salaires, mais aussi l'élaboration des bulletins de paye. C'est un concept qui est à la fois théorique et pratique. Théorique parce que elle implique l'efficience au travail, pratique parce que il y a toute une sorte de motivation et de performance qui y sont attachées. Donc, c'est un concept ou une expression qui peut être utilisée de manière théorique, mais aussi de manière pratique. De manière théorique, la paye sous-entend la motivation et l'efficience au travail. Il s'agit aussi de la gestion des rémunérations, un outil de motivation au service de la performance du travail. Tels sont les travaux de certains chercheurs qui ont théorisé la paye dans les entreprises. La paye peut aussi sous-entendre la motivation sur le lieu de travail avec les différentes théories de motivation au travail. Mais aussi la paye est impliqué et sous-entend la rémunération comme outil de développement des ressources humaines. Donc ça, c'est des chercheurs qui ont travaillé sur le management ou la gestion de la paye et qui ont théorisé certains principes en matière de paye au sein des entreprises. Mais pratiquement, Daniel Rabatel explique que la pratique de la paye se fait à travers les différents éléments constitutifs des bases de la rémunération. Et ces éléments sont de deux types. Il s'agit des principes fondamentaux, notamment la réglementation de la paye, le caractère mensuel de la paye. Dans certains pays, c'est le caractère hebdomadaire, mais aussi la libre fixation du salaire à travers les signatures des comptes. Ça, c'est des principes fondamentaux, mais aussi l'autre élément, c'est la structure de la paye. Et la structure de la paye vise finalement à constituer l'organisation des différentes rubriques
qui se font, qui constituent la paye, ainsi que la génération du bulletin de paye qui doit être donné à tout salarié. Voilà les deux types d'éléments constitutifs de base de la rémunération selon Daniel Rabatel. Et donc, en pratique, il y a aussi les différentes composantes de la rémunération et une rémunération qui peut prendre plusieurs types, plusieurs catégories, parlant ainsi de la rémunération brute qui est composée de 3 éléments, avec la base de la rémunération, la base qui correspond au salaire de base, les heures supplémentaires, les contreparties, etc., les heures de nuit, etc. Et la deuxième, ce sont des primes qui sont accordées aux salariés, des primes liées à l'expérience, primes de fonction, primes de ceci, primes cela, etc. Et le troisième élément, c'est des éléments d'absentéisme et parfois des éléments de présentéisme. Et c'est par exemple des absences qui sont justifiées, maladie, maternité, congé, et payés, jours fériés, etc., etc. Voilà les éléments de la rémunération brute qui doivent être pris en considération quand on est en train de mettre en pratique la gestion de la paye. Il ne faut pas oublier qu'en pratique, il y a les cotisations sociales et autres charges qui doivent être calculées pour une bonne gestion de la paye, pour une bonne prise en considération des différents éléments de la paye. Ces cotisations sociales sont liées par exemple aux obligations de cotisation sociale, la base de calcul qui sont déterminées par les institutions de sécurité sociale ou des institutions en charge de pension de la pension des salariés, les modalités de recouvrement des pénalités qui sont liées aux considérations, etc., etc., les charges obligatoires liées à la paye, par exemple les formations, le logement. Ça, ce sont des éléments qui doivent être mis en place ou bien déterminés par les textes législatifs et la réglementation. Donc, inutile de citer tout ou d'être exhaustif, il faut comprendre que le gestionnaire de la paye doit être d'un côté un législatif, un homme de la loi qui il doit tenir en considération de la loi, il doit lire la loi sur les salaires, la loi sur la rémunération dans un pays donné. Comment alors il faut calculer la rétribution? Ici, je vais expliquer jusqu'en bout ce que c'est la rétribution. Actuellement, c'est ça le concept, le terme qu'il nous faut pour comprendre la valeur du travail qui a été, d'un travail bien rémunéré. Pour le calcul de la rétribution, il faut partir du salaire de base. Le salaire de base, c'est en fonction de la grille indiciaire. La grille indiciaire, c'est une grille qui est établie sur la base du niveau de diplôme et les échelons qui sont établis au sein de la fonction publique, par exemple, ou dans une entreprise. Et donc, le salaire de base, c'est bien déterminé. Et au salaire de base, il faut ajouter les primes, les différentes primes et indemnités qui sont liées à l'exercice de la fonction du salarié. Et en prenant le salaire de base plus les primes et indemnités, nous allons trouver ce que l'on appelle le salaire brut. Et le salaire brut, dans le salaire brut, il faut retrancher ou retenir les différentes cotisations, que ce soit les cotisations salariales ou les cotisations patronales. Les cotisations salariales, c'est des cotisations qui sont faites, qui sont données par le salarié, et tandis que les cotisations patronales, ce sont des cotisations qui sont données par l'employeur au profit du salarié. Et après avoir retiré tous ces retenues dans le salaire brut, nous trouvons ce que l'on appelle le net à payer. C'est le salaire que nous trouvons même sur le compte et qui est marqué sur le bulletin de paye. Mais en plus de ce net à payer, en plus de ce salaire, pour pouvoir parler de la rétribution, il faut passer par d'autres éléments qui sont par exemple les gratifications,
les avantages monétaires, qui sont directs ou indirects, les avantages immédiats ou différés, les avantages matériels, c'est tous ces éléments-là qui s'ajoutent sur le salaire que vous recevez au compte et qui vont donner ce que l'on appelle une rémunération. Donc, le net à payer, le salaire que vous trouvez par exemple, sur le compte, plus les gratifications, les avantages de service. Par exemple, vous avez un véhicule de service. Par exemple, vous avez l'entreprise qui paye le logement. Et ça, c'est des avantages monétaires directs ou indirects, des avantages immédiats ou différés. Et tout ça donne ce que l'on appelle une rémunération. À la rémunération, il faut ajouter ce que l'on appelle des aspects qualitatifs de travail bien fait. C'est la satisfaction sur le lieu de travail. C'est par exemple le pouvoir lié à la gratification, euh, le 13e mois, les primes les primes qui sont données en dehors. Par exemple, quelqu'un qui a découvert, qui a fait fonctionner l'entreprise et qui, de manière extraordinaire, et qu'on lui donne une gratification donc pour le travail qui a été abattu. Et ça, par exemple, ça se fait le 1er mai. La fête du travail, on donne des allocations extraordinaires pour un travail quelconque qui a été fait et tout cela va donner ce que l'on appelle finalement la rétribution. Pour me résumer donc, le calcul de la rétribution commence par le salaire de base auquel on ajoute les primes et les indemnités pour trouver le salaire brut. Et le salaire brut retranché des cotisations salariales et patronales, on trouve le salaire net et c'est le net à payer ou bien le salaire que l'on trouve sur le compte. Et sur ce salaire, on peut ajouter des avantages de service, le véhicule de service, le carburant qu'on donne. Ça, c'est après avoir ajouté tout cela, on trouve la rémunération. Et quand on ajoute d'autres gratifications qui viennent en dehors de tout ce que j'ai déjà cité, on trouve la rétribution. Pour vous dire que actuellement, pour être bien payé, il faut calculer en termes de rétribution et non en termes de salaire. Et le salaire ou la rétribution se matérialise par le bulletin de paie, même si quelquefois la rémunération ou la rétribution, certains éléments n'apparaissent pas sur le bulletin de paie. Et le bulletin de paie, finalement, n'est que le résumé de ce qui a été fait, comme salaire de base, salaire brut, prime et indemnité retenue et donc le net à payer. Et le bulletin de paie qui doit être donné, c'est une obligation qui doit être donnée à chaque salarié, comprend les coordonnées de l'employeur, les mentions légales des collaborateurs, nom, adresse, emploi, etc. Le nom de l'administration qui encaisse les cotisations sociales et la convention collective des salariés et les informations relatives au calcul de la paye, etc., etc. Ça, c'est des éléments que vous pouvez regarder, que vous pouvez trouver sur certains bulletins de paye, pas sur les autres. Donc, c'est de manière générale, c'est cela. Et donc, le bulletin de paye doit être donné à chaque salarié. Quelles sont les bonnes pratiques de gestion de la paye? Voilà 3 astuces. La première astuce, c'est de connaître les indispensables d'une fiche de paye. Ça, c'est très important, par exemple, de savoir la grille indiciaire de chaque organisation, de l'organisation dans laquelle l'on travaille. Pour bien gérer la paye, il faut maîtriser la loi en rapport avec la paye dans le pays où vous êtes. Et deuxième astuce, c'est de choisir le bon logiciel. Finalement, il faut penser à l'informatisation de la paye parce que cela rend la vie facile aux gestionnaires de la paye. Et enfin, la troisième astuce, c'est que le travail doit se faire en équipe. On a dit que la paye, c'est une corresponsabilité entre les services de comptabilité et les services des ressources humaines. Donc, le travail doit se faire en équipe, mais chacun doit avoir les tâches bien déterminées, quitte à ce que le travail d'équipe se fasse dans les meilleures conditions. Parlons, avant de terminer, des différents éléments de la politique de la rémunération. Une politique de la rémunération ou une politique salariale
est un ensemble de stratégies de rétribution. Vous avez compris ce que c'est la rétribution. La rétribution des salariés en fonction de l'environnement et des contraintes de l'entreprise. L'objectif d'avoir une politique de rémunération, c'est d'avoir un réel impact sur la performance, sur la motivation et sur la productivité des salariés. La performance des salariés est étroitement liée à la politique de rémunération qui est mise en place dans l'entreprise et la motivation et la production des salariés sont aussi étroitement liées à la politique salariale qui est développée ou déployée dans l'entreprise. L'intérêt d'avoir une politique de rémunération, c'est de pouvoir avoir un pilier de mesure de la satisfaction, de mesure de l'implication et de la fidélisation des salariés. C'est très important donc d'avoir une politique de rémunération parce que une bonne politique de rémunération va constituer finalement un bon système de rémunération et c'est un élément de fidélisation des salariés, de mobilisation des salariés et de développement des salariés autour des objectifs de l'entreprise. Il y a alors 4 éléments qui constituent le bon système de rémunération. Il faut des rémunérations fixes. Et là, il faut bien définir les grilles indiciaires, par exemple, en termes de salaire de base, la prime d'ancienneté, le 13e mois, et que donc cette rémunération fixe soit bien déterminée. Et le deuxième élément, c'est de citer, d'identifier les rémunérations variables. C'est une partie du salaire qui est variable, par exemple des primes individuelles, des primes collectives, les indemnités diverses, les différentes primes et indemnités qui sont données en fonction de la fonction, en fonction du travail abattu, en fonction des différents facteurs qui interviennent dans la rémunération. Le troisième élément du système de rémunération, c'est des éléments périphériques qui sont d'autres éléments en rapport avec les avantages en nature, les avantages liés au travail, les remboursements des frais, tickets restaurants, les chèques cadeaux, les mutuelles de la fonction, les prévoyances, les systèmes de prévoyance, les retraites. Ça, c'est des éléments périphériques qui doivent être clarifiés dans le système de rémunération. Enfin, le quatrième élément, ce sont des éléments différés qui sont constitués par des intéressements. C'est des éléments qui finalement vont aboutir à ce que l'on appelle la rétribution au lieu de la rémunération ou du salaire, la reconnaissance de la participation des salariés, le plan de l'épargne pour l'entreprise. Voilà les quelques éléments du système de rémunération. Évidemment, on ne va pas entrer trop en détail dans cette présentation, mais voilà, c'est des éléments qui vont sous-tendre, soutenir le système de rémunération d'une entreprise et donc finalement intégrer dans la politique de rémunération. Comment est-ce qu'on élabore une politique de rémunération? Il y a 3 étapes qu'il faut suivre. Premièrement, il faut détailler les métiers et les répartir en emplois, puis faire une description précise de chaque poste pour les classer par niveau. Ça, c'est très élémentaire. Dans la plupart des entreprises, cela n'est pas mis en œuvre. C'est pour cela que ces entreprises manquent de politique de rémunération. Il faut que les métiers au sein d'une entreprise soient connus, soient détaillés. Il faut les répartir en différents emplois et puis faire une description de chaque poste. Dans les entreprises que l'on voit ici et là, nous n'avons que des postes qui sont, des fiches de postes qui sont décrites, mais qui n'ont pas de racines dans les métiers qui existent au sein de l'entreprise. Donc, pour une bonne élaboration de la politique de rémunération, il faut pouvoir détailler les différents métiers et pour aboutir à la description des postes. Deuxième étape, c'est de pouvoir associer une fourchette de salaire, une fourchette d'argent à chaque niveau en fonction des 3 niveaux, des différents postes, catégorie de postes, niveau d'études et d'ancienneté. Et là, on aura alors une fourchette de salaire qui est attribuée, par exemple, au poste
Et ça aide à la création d'une grille indiciaire qui est conséquente et le niveau d'études, par exemple, on lui affecte une fourchette de salaire et de l'ancienneté. Et tout cela, c'est pour pouvoir mettre au clair et pouvoir expliquer au moment du recrutement, les salariés, de comment est-ce que ils vont avancer en termes pécuniaires. Troisième étape, c'est de rédiger et mettre en œuvre toutes les procédures de rémunération en tenant en compte de la compétitivité externe et de la stratégie de l'entreprise. Donc, dans cette troisième étape, il faut détailler le processus de rétribution, comment est-ce qu'une telle personne qui a fait tel travail devra être rémunérée, devra avoir ses avantages pécuniaires, et devra avoir ceci ou cela, compte tenu alors, ça c'est très important, de la compétitivité externe, de ce que font les entreprises concurrentes et de la stratégie que l'entreprise elle-même est en train de développer. L'élaboration d'une politique de rémunération est souvent donnée à un cabinet de conseil qui vient au sein de l'entreprise et qui essaie de décortiquer pour savoir les métiers et pour pouvoir associer à ces différents postes une fourchette de salaire et de pouvoir alors rédiger un document de tous ces processus en tenant en compte des différents facteurs énoncés. Un bon système de rémunération doit finalement essayer de trouver un équilibre entre les différents éléments suivants, la cohérence avec la stratégie générale de l'entreprise. Un bon système de rémunération doit pouvoir être en cohérence avec la politique, l'orientation générale de l'entreprise. Deuxièmement, un bon système de rémunération doit pouvoir maintenir une sorte d'équité au sein de l'entreprise, mais aussi et surtout la transparence dans la paye. Un troisième élément qui caractérise le système de rémunération, c'est la compétitivité externe. Un bon système de rémunération doit pouvoir situer l'entreprise par rapport à ses concurrents, à des entreprises concurrentes, avoir une bonne rémunération par rapport aux concurrents. Le dernier élément, c'est que le bon système de rémunération doit trouver un équilibre sur le poids, entre le poids sur la masse salariale. Donc, pouvoir essayer de jongler la masse salariale et le chiffre d'affaires, les rémunérations et le chiffre d'affaires, et essayer de minimiser les coûts pour pouvoir maximiser le chiffre d'affaires. Et en résumé, qu'est-ce qu'on aura vu dans cette présentation? Nous avons vu la paye en théorie et en pratique, la politique de rémunération, et nous allons nous clôturer notre leçon en vous annonçant que la prochaine présentation concerne la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et merci de votre participation. C'était Richard Ndaishimie.